Il est 8h. On va leur donner un petit biberon et puis après le petit biberon, comme ça ils vont se rendormir dans le siège auto. Nous on a prévu de partir vers 4-5 heures. Direction la Vendée. Ils sont partis tôt ce matin pour éviter de rester bloqués sur la route. Journée classée orange dans le sens des départs et des retours. Début du chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Attention, ce sera noir demain. La flambée de l'épidémie qui se poursuit avec ce cap symbolique franchi hier. Plus de 1000 patients à nouveau en réanimation. La Martinique se reconfine dès ce soir. Instauration d'un couvre-feu à La Réunion. Un mort et 6 blessés dont un grave. Bilan du terrible accident survenu hier à Paris. Une voiture a percuté la terrasse d'un café. Et puis c'est l'événement musical du jour. La sortie aujourd'hui d'un album posthume de Prince. 12 titres inédits à la tonalité très politique. Juste après ce journal, justement, l'invité politique, il doit avoir le moral regonflé au moment de partir en congé. Réforme des retraites quasi enterrée, celle d'EDF débranchée. Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, dans ce studio à 8h15. Très bon réveil sur Europe 1. Europe 1. Écoutez le monde changer. Le journal de 8h. Bonjour Émilie Dez. Bonjour Théo, bonjour à tous. Et on prend d'abord la direction des JO de Tokyo avec cette terrible désillusion en judo, l'élimination dès les quarts de finale de Teddy Riner. C'était pourtant l'un des grands espoirs français pour l'or olympique, Axel May. Oui, ça, désillusion comme vous l'avez dit, choc, loose total. Je vous laisse le choix du qualificatif, mais Teddy Riner n'aura pas réussi son pari de décrocher un 3e titre consécutif, battu dès son 3e match par un judoka qui lui rendait plus de 25 cm et de 7 ans son cadet. Alors attention, pas n'importe qui, cet adversaire russe, Tamerlan Bachayev, numéro 1 mondial et qui ces dernières années a multiplié les podiums internationaux. Réaction sur les réseaux sociaux de Teddy Riner, ce n'est pas le résultat espéré, mais il y a une médaille olympique à aller chercher. Et oui, il tentera en milieu de matinée, heure de Paris, de gagner son match de repêchage et d'aller disputer une médaille de bronze. À suivre aussi la jeune Romane Dico, qualifiée elle pour les demi-finales, et sur ce qu'elle a montré ce matin, ou plutôt cette nuit, Romane Dico pourrait bien aller chercher le Graal olympique. Mais c'est pas une bonne matinée pour les Français, Axel. Non, parce que dans les autres sports, en BMX, 0 pointé pour la France, malgré 4 chances de médaille. On en reparlera plus en détail dans le journal des Jeux à 8h40. Et en épée, les escrimeurs tricolores ont été battus dès les quarts de finale par les Japonais dans l'épreuve par équipe. Depuis Atlanta en 96, les épéistes étaient systématiquement revenus des Jeux avec une médaille. Axel May du service des sports d'Europe. Chez nous, patience et prudence donc sur les routes. Début aujourd'hui du traditionnel chassé-croisé de l'été. Les juilletistes rentrent, les haussiens partent. Il y aura du monde aussi dans les gares et les aéroports. On va faire le point sur ce qui vous attend aujourd'hui avec vous, Jean-Gabriel Bourgeois, et vous, Emmanuel Dutheil. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors sur les routes, d'abord, il va falloir prendre son mal en patience, Jean-Gabriel Bourgeois. Oui, c'est le week-end le plus chargé de l'année, prévient Bison Futé. La barre des 1000 km de bouchons cumulés, déjà atteinte les samedis de ce mois de juillet, devrait être de nouveau franchie. Demain, pour la première fois de l'été, la journée est classée noire dans le sens des départs. Et dès aujourd'hui, ce sera orange au niveau national dans les deux sens. Si vous le pouvez, quittez l'Île-de-France avant la mi-journée. Parmi les axes chargés, l'autoroute A7 entre Lyon et Orange, puis en direction de la Méditerranée, mais aussi l'A10 vers l'ouest et le sud-ouest du pays. Jusqu'en début de soirée, ça s'annonce compliqué aujourd'hui comme demain. Et même dimanche, il y aura du monde sur les routes. La journée est classée orange dans les deux sens de circulation. Patience donc et vigilance également. Après les confinements successifs, 43% des Français se disent plus fatigués que l'an dernier. La somnolence reste la première cause de mortalité sur autoroute. Et eux sont déjà partis pour éviter le gros des bouchons. Cette famille du nord de la France que Maximilien Carlier a rencontrée hier à Villeneuve-d'Ascq pendant leur dernier préparatif. Jeanne, regarde ma chérie, tu veux voir où on va en vacances? Dans quelques heures, le grand départ pour Alice, Guillaume, leurs 2 enfants, Jade, 3 ans et Victor, 1 an. La route, de nuit bien sûr, afin d'éviter les bouchons et pour avoir la paix dans la voiture. On va leur donner un petit biberon et puis après le petit biberon, comme ça ils vont se rendormir dans le siège auto. Nous on a prévu de partir vers 4-5 heures. Direction la Vendée, direction les Sables d'Olonne. Les vacances en mobil-home avec plein d'activités à faire pour les enfants, la piscine et la plage à proximité. Moi je vais nager dans l'eau avec des brassards. Bon, les valises sont déjà prêtes avec un peu plus de vêtements chauds que d'habitude. On a pris des pulls pour le mauvais temps, mais on espère quand même pouvoir sortir les t-shirts et la crème solaire. Mais bon, il vaut mieux être prévoyant. Prévoyant également face au Covid. Les 2 parents sont vaccinés, 2 doses et 7 jours de protection, mais il y a une part d'inquiétude, surtout dans le camping. J'appréhende quand même un peu puisque le pass sanitaire sera vérifié qu'une seule fois à l'entrée. Et la Vendée est quand même assez touchée. Il y a quand même une recrudescence du virus en Vendée avec le port du masque sur le littoral. Donc moi j'appréhende un peu un seul contrôle sur toutes les vacances.
vacances, puisqu'après on peut quand même sortir, re-rentrer dans le camping. Donc il faudra continuer à faire attention selon ce père de famille, conscient de l'augmentation du nombre de cas maintenant. On a envie de vivre, on a envie de revivre et de passer du bon temps en famille. Il y a un parc au camping. À Villeneuve-d'Ascq, Maximilien Carlier, Europe 1. Et on leur souhaite du bon temps. On a vu que le trafic s'annonçait donc chargé sur les routes. Emmanuel Dutheil, avec vous, on part dans les gares. Là aussi, comment ça se présente? Eh bien, c'est simple. Là aussi, ça va être noir de monde. Près d'1 million de personnes attendues d'aujourd'hui à dimanche en gare. Allez, on va être très précis. 950 000. Plus des 2 tiers vont voyager en TGV. On va vraiment être là aussi sur l'un des plus gros week-ends de l'année. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve même les niveaux d'un été normal. Il va y avoir ce week-end 6% de plus de passagers que sur le même week-end de 2019. Les destinations phares sont assez traditionnelles. Je vous donne l'ordre. Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, Paris-Nantes, Paris-Marseille et Paris-Rennes. Pas de pass sanitaire pour le moment à présenter si vous prenez le train. Ça devrait être le cas à partir du 9 août. Il faut donc juste un billet et puis quand même un petit masque. Allez, on file dans les aéroports. Il y a du monde là aussi. Allez, je vois que vous avez envie d'aller en vacances. Alors on y va. Il y aura quand même aussi pas mal de monde effectivement là-bas. Mais là, on ne retrouve pas encore les niveaux d'avant-crise du côté des aéroports. On va prendre l'exemple d'Air France si vous le voulez bien. On attend 80 000 passagers par jour à Roissy, 22 000 à Orly pour ce week-end. À titre de comparaison, en 2019, on était quand même sur un petit peu plus de 100 000 passagers par jour à Roissy. Mais chez Transavia, la low cost d'Air France, on a le sourire. Il y a vraiment des achats de dernière minute. C'est vraiment la tendance de cette année. Ils pensent finir à 90% de remplissage dans le sens des départs pour ce week-end. Je vais vous donner un petit chiffre. Mercredi, la compagnie a vendu 1500 billets pour ce week-end. C'est 65% de plus que ce qui s'était passé le même mercredi, juste avant le même week-end de 2019. Et ce qui marche très fort cet été chez Transavia, c'est le Portugal. Dossier complet d'Emmanuel Dutheil et Jean-Gabriel Bourgeois. Il est 8h07 sur Europe 1. Au volet sanitaire, à présent, ce nouvel appel du Premier ministre. La vaccination est absolument indispensable, redit Jean Castex, alors que le nombre d'hospitalisations en France continue d'augmenter. Et plus de 7200 patients ont été admis hier à Strasbourg. Le nombre de malades traités à l'hôpital a quasiment été multiplié par 7 en 2 semaines. Reportage dans le Grand Est de Mélanie Fachin. Mi-juillet encore, seules 2 personnes atteintes du Covid étaient soignées aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Désormais, on en est à 14, dont 4 en réanimation. La situation reste donc encore gérable, mais ne présage rien de bon. Nicolas Lefebvre, chef du service des maladies infectieuses. On a l'impression de voir l'orage arriver. En ce moment, on voit des patients jeunes, plutôt sans comorbidité, mais surtout ce qu'il faut noter, c'est qu'aucun des patients hospitalisés actuellement n'était vacciné. L'hôpital est déjà sous tension puisqu'une bonne partie des soignants est en vacances et Sandrine Kneukert, secrétaire générale de Sud Santé, appréhende beaucoup la rentrée. Ça présage la 4e vague, on l'attend, avec pas plus de moyens qu'avant, pas plus de personnel, pas plus d'ouverture de lits et des agents qui sont fatigués. Je ne pense pas que 15 jours de congés annuels consécutifs, les agents vont être reposés. Et les semaines à venir ne seront pas mieux pour eux, ça c'est clair. Sans parler de la pression que ressentent certains face à l'obligation de se faire vacciner au plus tard le 15 septembre, au risque de voir leur contrat de travail et leur salaire suspendus. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1. Et face à la reprise de l'épidémie, la Réunion et la Martinique se reconfinent dès ce soir. Confinement partiel en Réunion. 3 premiers patients de Fort-de-France où les services hospitaliers sont saturés seront transférés demain à Paris. Et la progression du variant Delta inquiète aussi aux États-Unis. Dorénavant, tous les fonctionnaires fédéraux américains devront être vaccinés ou se soumettre à un strict protocole sanitaire, test hebdomadaire et distanciation sociale. L'été de liberté promis par Joe Biden semble loin. Alexis Guilleux, la question de la vaccination commence également à faire son chemin dans le secteur privé. Oui, et ce sont les entreprises de la tech qui veulent montrer l'exemple. Google et Facebook ont annoncé mercredi que leurs employés devront être vaccinés avant leur retour au bureau prévu à l'automne. Le directeur général de Google espère même étendre dans les prochains mois cette obligation à d'autres salariés dans le monde. Chez Netflix, le vaccin devient également obligatoire sur les plateaux de tournage pour les productions américaines. C'est une première à Hollywood. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est un dispositif légal. Un employeur peut obliger un salarié à se faire vacciner. Dès le mois de juin, d'ailleurs, 2 figures de Wall Street, la banque Morgan Stanley et le gestionnaire d'actifs BlackRock, ont fait savoir qu'ils exigeraient de leurs employés qu'ils soient vaccinés. Le sujet devient désormais incontournable alors que les États-Unis luttent contre la propagation du variant Delta et que de nombreux salariés sont encore en télétravail. Enfin, des initiatives sont également prises dans le secteur de l'hôtellerie. Danny Meyer, propriétaire d'une dizaine de restaurants à New York et à Washington, a annoncé que ses employés et les convives devront montrer leur statut vaccinal.
Alexis Guilleux. 8h10 sur Europe 1. Le choc hier soir à Paris où une voiture a percuté la terrasse d'un café dans le 17e arrondissement. Bilan, 1 mort et 6 blessés dont un grave, le passager de la voiture. Les faits se sont produits vers 22h30. Le véhicule en cause a fait un tonneau avant de percuter la porte du bar au sport. Il s'agirait d'un simple accident. Le conducteur a pris la fuite à pied. L'économie française se redresse au deuxième trimestre. Croissance de plus 0,9%. C'est mieux que prévu alors que la période a été marquée à la fois par le 3e confinement et la levée progressive des restrictions. Le PIB se rapproche de son niveau d'avant-crise selon l'INSEE. Et puis pour terminer, les fans de Prince l'attendaient 5 ans après sa mort. 12 inédits du Kid de Minneapolis sortent aujourd'hui. Un album posthume inédit appelé Welcome to America à la tonalité très politique. Angèle Châtelier. Les chansons qui composent l'album Welcome to America de Prince devaient sortir en 2010 et elles illustrent toutes les interrogations du chanteur autour de son pays et de ses mutations. Bienvenue en Amérique, où vous pouvez échouer dans votre travail, être licencié, réembauché et obtenir un pourboire de 700 milliards de dollars, chante-t-il ici. Get fired, rehired, and get a $700 billion tip. Come on in, sit right down. Ces chansons devaient sortir après sa tournée appelée Welcome to America justement. Mais Prince avait abandonné l'idée comme de nombreuses autres choses. Selon le Prince Estate, le site officiel du chanteur, il resterait encore tellement d'ébauches d'enregistrements ou de titres jamais exhumés dans les tiroirs qu'un album inédit par an pourrait sortir sur les 20 prochaines années. Car Prince a laissé à sa mort un véritable coffre-fort, une pièce géante appelée The Vault. Ce nouvel album Welcome to America donc n'est qu'une infime partie d'un immense héritage que l'un des rois de la pop nous a laissé. Welcome to America, inédit de Prince qui sort aujourd'hui. Et ça fait du bien au réveil et dans la voiture. Merci beaucoup, c'était le journal d'Émilie Daz. Il est 8h12. Europe 1, Théo Manval.